donc merci beaucoup de cette invitation. Merci, surtout à Laurence Bégon donc qui a, bien voulu m'inviter pour que je puisse venir vous parler de cette thématique. Donc je suis, ravie de venir, pouvoir, parler de ma spécialité, à ce public-là, pour, aussi, partager mes connaissances sur le domaine à, des, personnes, qui, sont directement et en première ligne, concernées par ce type de public. Voilà, donc j'ai prévu une petite présentation de normalement 25 minutes et je prendrai des questions après parce que j'ai une autre session en parallèle avec l'ENM, c'est ma journée ENM. Et donc j'aurai besoin de partir tout de suite après. Voilà. Donc j'enchaîne sur ma deuxième diapositive. Ah oui, juste une petite citation pour commencer. Donc, pour dire que en fait, j'espère qu'à l'issue de cette présentation, cette citation pourra prendre un petit peu plus de sens pour vous. L'idée, c'est que dans la mémoire, pardon, hein, pas le mémoire, dans la mémoire, les choses n'ont pas toujours le même poids et des fois, quelques jours peuvent compter plus que 100 ans. Et c'est pas que des fois quelques jours, c'est quelques heures, voire quelques secondes. Et ça va être un petit peu le propos que je vais essayer de tenir aujourd'hui. Un petit point sur le processus de mémorisation où en fait l'idée dans un processus de mémoire, ça passe par un mécanisme qui en gros peut être décomposé en 3 phases, où en fait un événement quel qu'il soit et passe par une phase d'encodage, d'enregistrement, hein, puis par une phase de stockage. Donc il est stocké dans des endroits particuliers et pas forcément dans les mêmes en fonction de la fonction de cet événement. Et ensuite, il est récupéré, c'est-à-dire qu'on peut eh bien, le mobiliser de nouveau pour s'en servir pour des actions ultérieures ou pour évoquer une information passée dont on a besoin pour le présent. Dans ce processus de mémorisation, je disais qu'il n'était pas tout le temps stocké au même endroit. Et donc, un événement peut être stocké soit dans la mémoire à court terme. Donc, par exemple, je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi, dans ma banque, pour pouvoir acheter quelque chose sur Internet de manière parfois compulsive, je l'avoue, on me demande un code que je dois retenir pendant quelques secondes, le temps de le transférer de mon téléphone portable là où je l'ai reçu jusqu'à la page Internet sur laquelle j'ai fait mon achat. Et sur ce code, je sais que je vais devoir l'utiliser et n'en avoir qu'une utilité très courte, très éphémère, quelques secondes. Et donc, il est dans ma mémoire à court terme qui sert à ça, qui sert à mobiliser cette information. Et puis très vite, comme j'en ai plus besoin par la suite, eh bien, je vais l'oublier. Si je décide au contraire que c'est un numéro très important, comme celui qui me permet d'être un mot de passe, qui me permet de rentrer dans mes comptes en banque, là je sais que je vais en avoir besoin beaucoup plus souvent et donc ça, ce code, je ne le laisse pas dans ma mémoire à court terme. J'essaie de l'utiliser à bon escient et de le faire passer dans ma mémoire à long terme. Dans cette mémoire-là, en fait, effectivement, je vais conserver des informations qui me sont utiles souvent, qui sont très souvent répétées. Et donc, le passage de la mémoire à court terme jusqu'à la mémoire à long terme n'est pas systématique, n'est pas automatique, et elle nécessite un effort particulier pour se faire, motivationnel parfois, ou alors tout simplement un effort un peu moins motivationnel, mais qui se fait plus sur la fréquence de rencontre d'un événement. Et ensuite, vous avez vu, j'ai fait une double flèche vers deux choses qui sont stockées en mémoire à court terme. On a soit des événements, des éléments sous un format explicite, déclaratif, conscient, c'est-à-dire qu'on est capable en fait de se remémorer très très bien un événement que l'on a vécu, de l'expliciter, de le narrer, on en a tout à fait conscience. Et puis des fois, on a des événements qu'on a en mémoire, mais on ne sait pas comment on les a appris, on n'est pas toujours conscient de les connaître et on ne peut pas toujours les expliciter. C'est un phénomène plutôt non conscient, hein. Par exemple, si je vous dis comment vous avez appris à faire du vélo, vous allez me dire, bah, c'est difficile, je ne me rappelle pas, mais votre mémoire a sûrement enregistré des procédures très importantes pour vous permettre de tenir en équilibre, de fonctionner avec une pédale, puis avec l'autre. Et ça, vous n'êtes pas forcément conscient de votre apprentissage. Alors, la mémoire, on a beaucoup d'études qui nous permettent d'avoir des corrélats neurobiologiques de ce qui se passe. Donc c'est toujours très intéressant parce que en fait, ce que je vous dis là au niveau un peu très théorique, processuel, eh bien ça se voit dans des images de cerveau qu'on peut prendre et on sait en fait qu'il y a des structures qui sont impliquées et spécialisées dans le traitement de l'information en mémoire. Donc, on a l'hippocampe qui est spécialisé dans la consolidation des événements. C'est la bibliothèque des souvenirs. C'est là où vous avez toute votre mémoire autobiographique. Vous avez tous les éléments importants stockés de votre vie, généralement à connotation plutôt émotionnelle, ce qui aide le traitement. Et puis, vous avez le cortex frontal qui vous permet de stocker ces événements, justement, de les passer dans la mémoire à court terme et que ces événements puissent être réutilisés ultérieurement selon vos besoins.
Si on sollicite notre hippocampe et notre cortex, c'est pour justement former ce souvenir explicite dont je parlais tout à l'heure. Ces deux structures-là sont les structures qui nous permettent en fait de pouvoir explicitement donner et raconter des souvenirs autobiographiques de manière tout à fait consciente et déclarative. L'amygdale, qui est une autre structure qui, elle, est beaucoup plus impliquée dans des traitements de nature émotionnelle. Elle est très forte pour traiter plutôt le registre des événements liés à la peur, puisque l'amygdale est une structure très archaïque qui est là très tôt dans notre développement, dès 8 mois. L'amygdale se forme dans le ventre de la mère et elle est là très tôt parce qu'elle assure notre survie. C'est elle qui nous permet d'avoir peur au bon moment et de réagir, etc. Elle est très importante, cette structure, mais elle est aussi beaucoup moins évoluée. Et donc, elle ne permet que l'encodage, le stockage et la récupération d'événements qui sont dans un format implicite, non conscient, et qui sont plutôt disponibles sous forme situationnelle. C'est-à-dire que elle, le verbal, elle n'y a pas accès. C'est pas une structure très, très cortiquée. Hein, elle a pas elle n'est pas très évoluée. Et donc, elle est vraiment sous un format beaucoup plus intuitif, implicite. Alors tout ça pour vous dire quoi? Eh bien, on va en avoir besoin parce que dans le processus de mémorisation dont je vais parler, je vais surtout m'intéresser, moi, en tant que spécialiste du psychotrauma, à des événements de nature traumatique. Et quand je parle d'événements de nature traumatique, je parle des événements qui ont impliqué le système de peur. Et ces événements peuvent être, quand on parle d'événements de nature traumatique, de quoi on parle exactement? Eh bien, selon les classifications internationales en psychiatrie, on a un peu notre Bible de référence, ou notre code pénal de référence, si on peut faire un petit parallèle, avec un répertoire qui s'appelle le DSM-5. Là-dedans sont répertoriés à peu près tous les troubles mentaux existants et ils sont répertoriés sous des termes définitoires qui nous permettent justement de les classifier correctement et de ne pas faire d'abus dans les classements et le répertoire que l'on peut avoir des maladies mentales qui existent. Et pour le DSM-5, un événement traumatique, ce n'est pas n'importe quoi. C'est un événement qui a impliqué une situation de mort ou de menace de mort, d'agression sexuelle ou de blessure, et qui peut être vécu d'une ou plusieurs des manières suivantes. Donc, ça peut être vécu de la manière suivante, c'est-à-dire on est directement impliqué dans l'événement, comme un accident de Formule 1. On est témoin d'un événement qui est vécu par d'autres, comme le fait d'être témoin d'une avalanche. On est membre ou proche, membre de famille ou proche de victimes d'un événement, comme les familles du crash du Rio-Paris. Ou alors, on est des personnes, généralement des professionnels, exposés, mais de manière surexposée à des événements de nature traumatique. Et j'ai pris l'exemple des personnes qui ont intervenu de manière massive pour les attentats du 11 septembre à New York. Voilà un peu ce que le DSM dit de ce que c'est qu'un événement traumatique. Comme je disais tout à l'heure, cette spécificité de l'événement traumatique, vous l'avez bien compris dans sa définition, c'est qu'il implique un traitement particulier d'une situation qui implique un traitement émotionnel de peur. Et là-dessus, il faut faire un petit détour par les mécanismes cérébraux qui sous-tendent cette peur. Et là-dessus, il y a un auteur qui est absolument incontournable, qui s'appelle Joseph Ledoux, il est américain, et il a mis en place un circuit émotionnel de la peur, il a démontré l'existence émotionnelle de la peur, qui est comment dire, qui en fait est un circuit assez simple, mais qui nous propose un circuit en double voie. Je suis désolée, j'ai un petit problème avec mes animations de PowerPoint, c'est pas trop ça du tout. Il y a un petit conflit de... Alors en fait, je suis désolée, ça s'affiche pas très très bien. L'idée en fait, c'est qu'il y a une première voie qui existe, qui est une voie thalamo-amygdalienne. Donc c'est une voie qui est une voie très rapide. On en a besoin parce que quand on est face à une situation de peur extrême, on mobilise cette voie, c'est-à-dire le thalamus, l'information sensorielle va passer par le thalamus, et très vite ce thalamus va l'envoyer à l'amygdale. Et l'amygdale va réagir en mobilisant nos muscles efférents avec de l'adrénaline, du cortisol. Et donc, elle va nous permettre en fait de gérer cette situation de peur en y répondant de manière très rapide. C'est-à-dire qu'on va pouvoir soit combattre, soit fuir, soit s'immobiliser en fonction de la réaction qui nous semble la plus adaptée à la situation. Cette voie est très rapide, c'est son avantage, mais
elle a aussi l'inconvénient d'être très grossière. C'est-à-dire qu'elle véhicule des perceptions qui sont grossières, pas très précises, un peu générales. Et donc, des fois, elle se trompe. C'est-à-dire qu'on peut se promener des fois dans, je sais pas, la jungle, par exemple, et puis tout d'un coup, on s'arrête parce qu'on a vu quelque chose qui pouvait ressembler à un serpent. Et puis on fait ouf, non, tout va bien. En fait, c'était juste une liane qui a bougé dans les branches. Et là, c'est l'amygdale qui nous a fait ça. Et pourquoi en fait on peut dire ouf, c'était une liane? Eh bien parce qu'en fait, il y a la deuxième voie qui intervient, qui est cette voie longue, et qui est une voie cortiquée, c'est-à-dire c'est une voie thalamo-cortico-hippocampique qui va repasser par l'amygdale et qui va permettre, elle, justement, de former une représentation beaucoup plus précise de la situation. Et cette représentation beaucoup plus précise, en fait, va nous permettre justement de comparer en fait ce qu'on a pris pour un serpent à effectivement ce qui est stocké dans notre hippocampe. Est-ce qu'effectivement on a des représentations de serpents? Est-ce que ça va être comparé et ça va, en fonction de la comparaison, on va avoir une précision des caractéristiques de l'objet, de ses caractéristiques physiques, de ses caractéristiques de nature, etc. Et le cortex, si l'hippocampe lui dit ok, c'est bon, c'est pas du tout un truc que j'ai déjà stocké comme serpent, c'est autre chose, c'est une liane. Là, le cortex va pouvoir avoir une action modulatrice sur l'amygdale. C'est-à-dire qu'il va pouvoir calmer l'amygdale et lui dire et tu t'es emballé pour rien, tout va bien, c'est pas un serpent, c'est une liane, et donc notre situation émotionnelle va diminuer. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, l'amygdale est très importante pour notre survie et le cortex est très important pour éteindre notre amygdale parce qu'avoir de l'amygdale tout le temps allumée pendant très longtemps, c'est avoir beaucoup de stress et ça, c'est pas du tout adapté parce que le stress n'est pas du tout bon pour le cerveau. Donc moi, ça fait 1 heure que j'ai mon amygdale allumée, par exemple, et mon cortex fait tout pour essayer de l'éteindre et de calmer la situation de stress. Donc, une fois qu'on a bien compris l'existence de ces deux voies, on a donc une voie courte, très rapide, et une voie longue, beaucoup plus lente, plus précise, qui va donc moduler les réactions de cette voie courte qui peuvent parfois être erronées, mais qui sont aussi très indispensables à la survie, parce qu'il vaut mieux prendre un bus pour un vrai bus quand c'est le cas et se dire oh, j'ai failli traverser, j'ai vu un bus, j'ai eu peur, que d'écouter la voie longue, parce que si on écoute la voie longue, ben, au lieu de s'arrêter et d'avoir peur pour rien, on est sous le bus. Donc l'amygdale est très pratique pour ça. Donc il faut la garder quand même, cette amygdale. Le problème, c'est que, je le dis, cette amygdale, elle est très adaptée, mais dans des situations émotionnelles, alors là j'ai pris des situations émotionnelles, un bus qui traverse alors qu'on n'a pas fait attention, on croise un serpent dans la nature, mais qu'est-ce qui se passe si vous avez une arme pointée sur vous? Là, c'est une situation de stress extrême, de peur extrême, donc les deux voies vont également être mobilisées. Mais le problème, c'est que là, l'amygdale va tellement être active que des fois, elle va dépasser l'activation et le seuil d'activation normal. Et le seuil d'activation euh, qui va être du coup dépassé va devenir dangereux pour qui? Eh bien, pour le cerveau et pour le cœur. C'est-à-dire que l'amygdale va tellement réagir fortement à la situation traumatique, qu'elle va tellement s'emballer, qu'elle va mettre en danger notre propre cerveau et notre propre système cardiaque. C'est-à-dire que si on n'arrête pas l'amygdale à ce moment-là, on peut mourir de peur, on peut mourir d'une crise cardiaque. Ça, c'est quand même des situations très extrêmes, mais qui sont assez fréquentes du coup chez des victimes de psychotrauma. Et donc à ce moment-là, l'organisme va mettre quelque chose en place. Il va sécréter des endorphines qui vont en fait faire ce qu'on appelle elles vont isoler l'amygdale. On va anesthésier l'amygdale. Alors, j'ai dessiné un petit donjon, en fait, que j'aime bien dire que l'amygdale, c'est un peu Queen Amygdala. Et donc, elle est dans son donjon, l'amygdale, dans le sens où on va l'isoler du reste des structures pour ne plus qu'elle puisse justement continuer à envoyer dangereusement de l'adrénaline et du cortisol. Et donc, le cerveau va mettre en place des mécanismes de survie très importants, ce qui est très bien joué parce que du coup l'amygdale va arrêter en fait d'envoyer ces neurotransmetteurs qui deviennent dangereux pour l'organisme. Mais le problème que ça va créer, cette anesthésie émotionnelle de l'amygdale, on va arrêter d'avoir peur, mais comme elle va être isolée, eh bien plus rien ne peut la moduler, cette amygdale. C'est-à-dire qu'elle va être isolée et avec elle va être emprisonnée toute la charge émotionnelle très déstabilisante, très perturbante, avec une énorme perturbation émotionnelle qui va être tout enquistée dans cette amygdale. Et le cortex frontal, vous voyez, il ne peut plus moduler du tout cette amygdale en disant calme-toi, ce qu'il est tout à fait capable de faire. Et là, il n'en est plus du tout capable puisque l'amygdale devient isolée de tout lien avec d'autres structures. C'est ce qu'on appelle la dissociation.
Et cette dissociation, en fait, c'est un mécanisme adapté dans le sens où il permet la survie de l'organisme, mais vous allez voir qu'il n'est pas tout à fait adapté parce qu'il a des conséquences dramatiques pour les victimes dans ces suites. Alors, la conséquence qu'il a, en fait, c'est que, vous voyez, j'ai essayé de rapporter un petit peu cette situation de dissociation avec la double voie qu'on vient de voir. Au départ, vous avez vu, on a un événement traumatique que j'ai matérialisé par ce petit éclair. Et puis, du coup, on a notre amygdale qui va s'activer avec notre hippocampe et notre cortex préfrontal pour faire voie courte, voie longue, voie courte, voie longue. Et puis, tout d'un coup, à un moment, la peur va dépasser notre système et notre capacité à la gérer. Et donc, il va y avoir la dissociation. Donc, j'ai matérialisé avec mon donjon. Et là, en fait, une fois que l'amygdale est dissociée du reste, eh bien, elle ne va plus pouvoir être modulée par, je l'ai dit, l'hippocampe et le cortex. Donc, vous avez vu, je les ai barrés. Et donc, on se retrouve un petit peu avec des formats du souvenir qui, du coup, ça va impacter sur le système mnésique, où on va avoir d'un côté, pendant tout un moment, le trauma qui va bien être formé avec des souvenirs explicites, formés par les structures corticales et hippocampiques qui vont permettre cette formation de souvenirs explicites, déclaratifs. Et puis à un moment, on ne va plus y avoir accès à cet hippocampe et à ce cortex, tu fais de la dissociation, et donc va rester piégé dans l'amygdale un souvenir implicite, non conscient et complètement situationnel. Et c'est là où on voit que se forment finalement un petit peu durant le trauma deux types différents de souvenirs chez les patients qui vont s'observer très très bien en clinique. Et des fois, on observe même une dissociation qui a lieu très très tôt dans le phénomène dissociatif. Vous avez vu là sur la courbe temporelle, mon donjon, la dissociation a lieu très tôt dans le processus de traitement de l'information, c'est-à-dire dès le départ, on a une voie courte et la voie longue n'a pas du tout le temps de se mettre en place que déjà il y a la dissociation. Donc là, on a uniquement des personnes qui vont former un souvenir implicite, non conscient, situationnel, non déclaratif en fait de ça. Et selon des auteurs, dont, notamment connus que vous devez sûrement connaître, donc Muriel Salmona par exemple, parle de mémoire traumatique. Ce type de dissociation très tôt dans le processus, très précoce dans le processus, c'est le lit de la mémoire traumatique. Et donc on appelle cette mémoire traumatique, hein, elle parle d'îlomnésique, d'où mon petit îlot que j'ai formalisé sur une image comme ça montre bien que cette mémoire, en fait, elle est chargée de l'émotion initiale, elle est stockée quelque part et on ne peut plus la toucher, on ne peut plus la moduler. Ça veut dire qu'on ne peut plus diminuer la charge émotionnelle qui est contenue dans cette mémoire. Alors, ça, c'est assez intéressant à mettre en lien avec une théorie de Brewin et collaborateurs qui est un peu ancienne, mais qui parlait déjà chez les victimes de trauma de deux types de souvenirs. Des souvenirs qui sont accessibles verbalement, de manière explicite, hein, des victimes qui sont capables de dire minute par minute ce qui s'est passé, hein, de manière tout à fait narrée, explicite, chronologisée, avec des précisions, des éléments contextuels, spatiaux. Et puis d'un coup, ou d'autres personnes qui sont incapables parfois de se souvenir de toute ou partie de l'événement traumatique ou de bribes ou que d'images ou que d'un élément et que celui-là qui revient en permanence et il n'y a pas d'autres éléments. Et là, c'est des discours beaucoup plus confus, beaucoup plus difficiles à chronologiser, beaucoup plus distordus, qui a des omissions, des distorsions. Et c'est parfois étonnant parce qu'on se dit comment on peut oublier de telles choses chez une victime qui a vécu quelque chose de tellement émotionnel. C'est parfois pas tout le temps compréhensible, ces oublis. En fait, au regard et à la lecture et à la grille de la lecture que nous offre la dissociation, c'est complètement compréhensible. Et c'est même en fait, du coup, pour moi, significatif et signifiant de l'existence véritable d'un événement qui a été traumatique pour la personne. Alors, ce qu'il y a, c'est que, pardon, il me manque une petite transition. La dernière phrase que propose Brewin dans sa théorie, c'est que ces souvenirs qui seraient accessibles uniquement situationnellement seraient particulièrement excitables par des indices contextuels en rapport avec le traumatisme. C'est-à-dire qu'il pense que ça peut être des souvenirs qui sont déclenchés par des stimuli qui sont plus ou moins éloignés de la situation traumatique, plus ou moins proche de la situation traumatique. Des fois, évidemment, on peut entendre une sirène d'ambulance, par exemple, au loin, qui peut déclencher un souvenir traumatique. Mais des fois, ça peut être des choses beaucoup plus périphériques, des choses beaucoup moins évidentes
que l'exemple que je viens de donner, je vais vous en donner un autre. Pourquoi? Alors, il faut repartir dans l'explication cérébrale et de nouveau dans l'amygdale. Donc, qu'est-ce que fait aussi l'amygdale quand elle est comme ça, emprisonnée juste avant, quand elle traite un événement émotionnel sans l'hippocampe et sans la voie corticale? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'elle est capable de traiter, l'amygdale, c'est qu'elle va traiter l'arme comme quelque chose de très dangereux, mais elle va aussi encoder, comme j'ai dit tout à l'heure, enregistrer dans le processus tout un tas d'autres détails périphériques de l'événement traumatique. Elle va tout encoder, l'amygdale. Mais le problème, c'est qu'elle, contrairement à l'hippocampe et au cortex, elle n'est pas capable de donner un poids différentiel à les événements qu'elle va encoder. C'est-à-dire que pour l'amygdale, quand elle est activée en mode danger, tout est synonyme de danger. Elle ne pondère pas les choses. Donc, si on a été agressé avec un agresseur qui a une arme, qui a, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a une lune qui représente, c'était la nuit, que l'agresseur avait un t-shirt vert, qu'il avait une odeur particulière, d'ail par exemple, et qu'il avait une sonorité particulière, une voix particulière, une voix très aiguë par exemple pour un homme, c'est des choses qu'elle va encoder avec la même force, avec la même charge de peur que l'arme. Et pour elle, tout va être synonyme de danger, au même poids. L'hippocampe et le cortex, il aurait dit à l'amygdale, attends, le t-shirt vert t'abandonne, ça c'est pas dangereux. La nuit, ça aussi, on n'en a pas besoin. Le seul truc qui est flippant dans cette situation, c'est l'arme. Mais l'amygdale, elle va pas du tout être capable de tout ça. Et comme elle n'a pas de feedback, comme elle n'a pas de modulation du fait de cette dissociation, eh bien, il y a tout ça qui va être emprisonné avec elle dans une mémoire traumatique. Et c'est ça qui va créer en fait des stimuli déclencheurs. Par exemple, je vous donne un exemple d'un très célèbre psychologue américain qui s'appelle Daniel Schachter et qui a donné l'exemple d'une patiente qui avait subi un viol particulièrement brutal où elle a failli mourir. Et la particularité de ce viol était qu'il avait eu lieu sur un chemin dans une forêt. Et sur ce chemin, il y avait de l'herbe qui avait poussé, mais sous l'herbe, on pouvait voir très nettement et distinguer des briques qui pouvaient se dessiner parce que c'était un ancien chemin de briques et la végétation avait un peu repris le dessus. Et cette patiente ne se souvenait pas de son viol. C'est une patiente qu'on considère comme complètement amnésique. Et Schachter l'avait ramenée sur son lieu de viol. Elle avait été très perturbée, mais elle n'avait aucun souvenir que le viol s'était passé là. La seule chose que cette patiente se rappelait, mais qu'elle ne reliait pas au viol, c'était que le mot brique s'imposait à elle. C'était sous forme d'image, sous forme de pensée, et ça ressurgissait comme une pensée intrusive, comme un flashback, comme une image, qu'elle ne reliait à rien, et qui provoquait chez elle des attaques de panique massives, avec des sensations d'évanouissement, des tremblements, de la sudation, des palpitations cardiaques, comme si elle allait mourir. Donc là, on voit, par rapport à ma démonstration, que ce mot brique a été encodé par l'amygdale de manière très chargée, mais qu'ici, il n'y a aucun lien avec d'autres structures qui auraient pu permettre de donner un sens autobiographique, épisodique, déclaratif, conscient à l'événement vécu. Donc, on est bien d'accord que dans ce que je dis, eh bien, effectivement, tant qu'on a la double voix qui est là, on a donc des souvenirs potentiellement qui peuvent être accessibles verbalement. Et puis, eh bien, dès que la dissociation s'opère, à ce moment-là, il faut s'attendre à beaucoup de souvenirs accessibles uniquement situationnellement. C'est pour ça que chez les victimes de trauma, on a un paradoxe qui a souvent été repéré en clinique du psychotrauma entre des patients qui donc du coup ont des hypermnésies traumatiques, des flashbacks, des réviviscences très intrusives, très fortes, etc. et qui s'opposent avec des souvenirs difficilement récupérables, des amnésies qui, pour le coup, elles sont très opposées dans le format de récupération avec certains autres souvenirs. Et c'est ce qu'on voit en imagerie chez les patients. On voit, en fait, vous voyez ici dans ces images, que là où les patients s'activent beaucoup plus que les contrôles sur les structures cérébrales, c'est que les patients PTSD, ils ont une amygdale beaucoup plus activée et un cortex frontal inhibé par rapport aux patients contrôle. Vous voyez la différence quand les sujets troubles de stress post-traumatique qui sont ici matérialisés en jaune par les PTSD, c'est toutes les structures en jaune, c'est quand les patients souffrant de troubles de stress post-traumatique qui sont supérieurs aux témoins, eh bien, c'est sur les structures amygdaliennes. L'amygdale est activée chez eux. Alors que les patients témoins, contrôle, enfin ceux qui n'ont pas de PTSD, de troubles de stress post-traumatique, eh bien, eux, chez eux, là où il y a une différence, c'est quand ils sont supérieurs sur quelle structure? Eh bien, justement, sur les structures corticales.
Donc on voit bien en fait que ça comment ça se traduit dans un corrélat neuroanatomique. Alors, pour ceux que ça intéresse, je conseille ce livre qui est de Bessel van der Kolk. Alors, j'ai mis une petite bibliographie à la fin de mon diaporama. Ça s'appelle Le corps n'oublie rien. Et dans ce livre, vous allez pouvoir voir assez facilement, il en parle un petit peu de ces distinctions. Alors, vous voyez ici une image d'un cerveau qui a été pris dans un scanner suite à on avait mis une personne qui avait vécu un énorme accident de voiture où il avait été resté coincé des heures dans une voiture. Et dans ce cerveau, en fait, on lui a fait revivre l'accident de voiture en provoquant des flashbacks. Bon, je passe sur les considérations éthiques. Je ne sais pas comment ils ont eu un comité de protection des personnes qui a bien voulu accepter ça, mais ils ont réussi. Et vous voyez en fait qu'il y a des structures amygdaliennes qui sont suractivées, qui sont matérialisées par une suractivité, qui sont matérialisées par des couleurs plus foncées. Et en fait, l'amygdale est très activée. Et il y a des structures frontales qui sont complètement désactivées, qui sont sur des couleurs beaucoup plus claires, en blanc, et c'est les structures corticales. Donc on voit en fait ici la suractivité du système amygdalien qui engendre l'inhibition complète du système cortical et on voit qu'il n'y a plus de contrôle émotionnel possible chez cette personne-là lorsqu'il y a le flashback qui se passe. Donc, j'ai un peu matérialisé ici. En fait, les corrélats neuroanatomiques, c'est que l'amygdale a ici une hyperactivité et le cortex frontal et l'hippocampe sont complètement hypoactivés. Dans cette même étude, on trouve un autre scan de cerveau. Cette fois-ci, c'est de la femme du monsieur qui était dans la voiture avec lui. Vous avez vu l'intérieur du cerveau juste dans l'image précédente. Et elle, on voit en fait que quand on lui provoque un flashback, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui s'allume. Normalement, on aurait dû voir des structures corticales s'allumer. Bon, ce n'est pas tout à fait le cas. Mais en fait, on peut avoir un autre pattern dissociatif. Et cette fois-ci, c'est le cortex frontal qui prend complètement tout le dessus et qui a complètement chanté en fait toute la structure amygdalienne. Et ça, c'est un autre cas de type de dissociation. Donc, ce qu'il faut retenir en fait là-dedans, c'est que des dissociations chez des personnes, ça peut être des dissociations vers le haut, c'est ce qu'on appelle des hyperactivations émotionnelles, c'est-à-dire que je suis hyper en colère tellement que je me déconnecte de la réalité et que je fais des choses qui sont incompréhensibles, qui sont parfois même inadaptées, dysfonctionnelles, parce que en fait là, mon cortex frontal s'est effondré et c'est mon amygdale qui a pris le dessus et qui contrôle tout mon comportement. Et des fois, je fais des dissociations vers le bas, ou au contraire là, j'ai ma structure corticale qui est très présente, très prégnante, et mon amygdale qui est complètement éteinte. Donc voilà comment on peut voir deux patterns de dissociation différents. Voilà, donc tout ça pour finir sur l'idée que, en fait, chez les victimes de trauma, pourquoi? Eh bien, des qualités de rappel qui sont organisées et qui on y trouve la présence de, et qui on y trouve la présence de distorsion, d'omission. Et ça dessert beaucoup, je sais, parfois les victimes lors des témoignages auprès des tribunaux ou lors des entretiens avec la police, par exemple. Mais c'est aussi, on a aussi dans le cas des plus sévères, on assiste donc à des amnésies, vous comprenez peut-être mieux pourquoi. Et aussi, on a des fois des détachements émotionnels de la part de certaines victimes qui peuvent vous raconter des choses horribles, avec un détachement émotionnel, tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a eu cette dissociation avec cette suprématie du contrôle cortical qui a complètement éteint en fait les structures émotionnelles qui n'ont plus pas la possibilité de s'exprimer. Et donc, on se retrouve avec des victimes, non pas qui sont des monstres parce qu'elles n'ont aucune émotion, mais des victimes en fait qui sont complètement dissociées sur le processus émotionnel et qui donc vous racontent leur trauma comme s'ils racontaient une recette de tarte aux pommes. Donc, on a de manière générale chez ces victimes-là, du fait du processus de dissociation, un fonctionnement mnésique et émotionnel très altéré, qui sont des causes et des conséquences du psychotrauma. Donc, juste pour terminer là-dessus, l'oubli, des fois, devrait être indicateur aussi de quelque chose, puisque l'oubli est parfois aussi important, en fait, que la mémoire. Et l'oubli, pour moi, veut dire quelque chose. Et c'est justement parce qu'on a oublié que c'est indicateur de quelque chose, et non pas forcément de quelque chose qui n'est pas vrai, mais plutôt d'une autre lecture de compréhension que l'oubli peut être rattaché à cette grille de lecture que je viens de proposer ici.